Bonjour à tout le monde. On connaît sans doute le mot de Kant sur l'enfant, et plus particulièrement sur ce qu'il nommait l'âge de la minorité dans ce grand texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» Dans la lignée cartésienne, vous savez que pour Descartes, l'enfance représente un état de dépendance, un état de préjugés, quelque chose comme un laps de temps obscur et indéfini, duquel nous devons nous départir pour accéder pleinement à l'âge d'homme, c'est-à-dire à l'exercice raisonné du doute et du questionnement en vue de la reconnaissance intellectuelle des idées claires et distinctes. Dans cette lignée cartésienne, pour le philosophe critique, Kant, perdurant dans cette tradition, donc, l'âge de l'enfance correspond à cette période de la vie durant laquelle l'individu est présumé manquer de capacités, des capacités nécessaires à l'exercice de sa responsabilité à la fois théorique et pratique. L'enfant demeurerait incapable d'être autonome et d'engager sa liberté en son nom propre. Tout le contraire donc de l'âge de la majorité qui, elle, désigne ce moment à partir duquel l'humain est réputé capable de se gouverner soi-même, de décider et de choisir en fonction de sa participation à l'espace communicationnel des normes et des raisons. Des jugements partagés et évaluables par tous. Claire distinction moderne, devenue aujourd'hui traditionnelle, voire conventionnelle, entre l'enfant et l'adulte, entre l'être prétendument dénué de langage et l'être de raison, entre le sujet jugé dépendant, sujet soumis et qui ne ferait que subir sans posséder ni pouvoir se donner les normes de son agir, de sa décision, de sa pensée, et la subjectivité dite autonome, responsable et libre. Or, nombreux sont les philosophes qui ont questionné, notamment au XXe siècle, ce partage et cette différenciation. Nombreux, et heureusement d'ailleurs, sont les chercheurs en sciences de l'éducation, en sciences sociales et éducateurs, praticiens, qui se seront appliqués à démanteler cette dissociation, cette dichotomie, voire à remettre en question cette hégémonie de l'adulte au détriment de la parole, du questionnement, voire du vécu de l'enfant, et ainsi d'interroger le lieu à partir duquel elle se sera, cette différenciation, inscrite dans l'histoire de notre tradition, de notre pensée, d'analyser aussi quelles conséquences elle aura entraîné dans l'élaboration de nos systèmes éducatifs, dans la constitution de nos sociétés, dans la composition de nos systèmes légaux, dans la formation de nos politiques. Nombreux sont les chercheurs et universitaires dans le monde entier qui auront montré en quoi cette distinction aura affecté, et non pour le meilleur, la pensée philosophique elle-même, notamment quant au statut de l'altérité, ainsi que de l'éthique, et plus particulièrement en rapport à la question de la violence, question qui a été abordée évidemment hier, la question de l'exclusion, voire de l'ostracisme. Mais la philosophie, c'est un peu notre question aussi, peut-elle se mettre à l'écoute de l'enfance? Et si oui, le peut-elle sans immédiatement la réduire telle qu'elle a trop souvent fait, voire toujours tenté de le faire, de la réduire à l'erreur, à l'ignorance, à l'absurde, à l'inconnu, à l'obscurité, au préjugé, à l'appétit, à la soumission. Osons la question, l'enfance peut-elle orienter la philosophie autrement et ainsi lui commander de prendre un autre cap qui, loin de la faire sombrer dans l'irrationnel, l'engagerait dans une toute autre approche du réel et de l'idéal, en l'aidant à franchir le pas vers l'exercice d'une liberté plus inclusive et plus reconnaissante des altérités de tous les âges qui composent de facto nos espaces à la fois publics et privés. Nous le voyons ici à Monaco et ailleurs, en Europe et dans le monde, les expériences, les tentatives, les travaux, les projets de repenser entièrement notre rapport à l'enfant voient le jour.
Monaco est devenu un des lieux riches et inventifs dans l'élaboration de diverses activités orientées par et autour de cet effort de repenser la relation à l'enfant en l'éveillant à la philosophie et en proposant aux philosophes d'aller à la rencontre de cette parole, de la parole et de la pensée des enfants. Mais aussi aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Canada, en Afrique et ailleurs dans le monde, nous voyons de tels projets se multiplier. Nous avons souhaité alors clore cette semaine les jeunes philosophes par cette journée théorique, non seulement afin de situer la thématique de l'enfance dans l'histoire de la philosophie, donc d'analyser comment dans l'histoire de la philosophie nous aurons pensé l'enfant et l'enfance, mais aussi afin de faire un certain état des lieux, en se permettant toutes les questions et les réflexions dans le cadre de notre dessein de repenser l'enfance, la pédagogie, le rôle de la philosophie dans l'expression et la parole des enfants. Je disais aussi se permettre toutes les questions, car nous nous le devons en effet. S'il est vrai que la relation entre philosophie et enfance aura incontestablement réduit, voire même oublié la parole de l'enfant au profit d'une rationalité dite adulte, il nous faut en même temps s'octroyer la possibilité de remettre en question la volonté de faire de l'enfant le lieu intact et pur d'un questionnement philosophique tout entièrement digne de ce nom. Certes, il faut, et notre dessein aujourd'hui en philosophie est de repenser tout entièrement sa transmission, son héritage, sa pédagogie, incessamment libérer sa parole, les questions et donc la pensée de l'enfant sans aussitôt la cerner ou la circonscrire. Mais il faut tout autant, peut-être, mesurer cette parole, ces questions et cette pensée à un examen critique, à l'universalisation, à l'exigence du sens et de la raison, et donc au respect du vrai, ainsi qu'aux normes éthiques. Hier soir, Hakima Ait El-Kadi, Claire Marin, on parlait justement en faisant valoir l'exigence de réflexion philosophique et donc de réintroduire du sens critique dans les questions posées quant à l'adolescence. En ce sens, si nous avons eu raison de questionner le rapport qu'aura entretenu la pensée philosophique à l'égard de l'enfance, il faut peut-être également veiller à ne pas simplement renverser ce rapport, ou simplement renverser ce rapport, en situant toute la créativité et l'inventivité philosophique du côté de l'enfance, au risque de perdre une certaine exigence de rationalité. Évidemment, quelle rationalité? C'est dire ici de contextualisation critique, sans laquelle nous ne ferions que promouvoir la libre expression d'opinion, d'impression, de sentiments, voire d'enthousiasme. Ce ne sont là que des questions que je vous soumets, en particulier à ceux qui consacrent courageusement leur vie à ce difficile travail et à ce difficile projet. Il nous faudra aborder la délicate question, mais en même temps très actuelle, de penser depuis quel lieu maintenir à la fois l'enfance dans son questionnement, sa parole, son expressivité, en requérant de lui et de nous-mêmes une certaine limite du dire à laquelle, en philosophie, nous devons toujours reconnaître et savoir s'y soumettre. Aussi, poser la question de penser, non pas à l'enfance, mais à la multiplicité des enfants, les innombrables différences entre les enfants, leurs âges, leur milieu, les singularités de leur expression, à la fois langagière et corporelle. Il faut aussi oser reposer la question depuis quelle loi mesurer le discours en général et en particulier celui de l'enfant. À partir de quelle instance libérer le discours en général et en particulier celui de l'enfant. Jusqu'où et à quel prix l'écoute de l'enfant peut-elle se réaliser sans d'ores et déjà la faire entrer dans une comparaison, une contextualisation, une appropriation qui lui ferait précisément perdre ce qu'elle pourrait emmener à la pensée. À quel moment réinstaurer des limites si nécessaires au discours? À quel moment? L'écoute, n'est-ce pas aussi savoir
réintroduire certaines limites, voire aussi une certaine restriction, laquelle, de la parole. Nous voyons la ligne de crête sur laquelle nous nous tenons, ligne de crête depuis laquelle il nous faut entièrement repenser les orientations d'abord du discours philosophique lui-même, puis de la place à accorder ou à donner à la parole de l'enfant. Je vais vous présenter très rapidement nos deux intervenants, en commençant par Paul Audy, à ma gauche. Paul Audy que nous connaissons bien à Monaco. Paul Audy est philosophe, membre de l'équipe de recherche Philépol. Il a publié de très nombreux ouvrages. Je ne citerai que quelques-uns. Tout récemment, en 2019, Réclamer justice, chez Galilée. 2018, De l'érotique, chez Galilée. Ou encore toujours chez Galilée, en 2016, Le pas gagné de l'amour. Et en rapport direct avec notre thématique aujourd'hui, Au sortir de l'enfance, 2017, chez Verdier. Pierre Guénantia est philosophe, grand spécialiste, mondialement reconnu de la pensée de Descartes. Pierre Guénantia est aujourd'hui professeur émérite des universités, copilote avec le doyen de l'Inspection générale de philosophie, le groupe expert qui rédige les nouveaux programmes de philosophie pour les classes de terminale. Pierre Guénantia a écrit de très nombreux ouvrages, notamment sur Descartes et Pascal. Je mentionnerai ici que les plus récents. En 2013, chez Encre Marine, Liberté cartésienne et découverte de soi. En 2015, au PUF, La voie des idées de Descartes à Hume, une histoire personnelle de la philosophie. La voie de la conscience, Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur. En 2018, sous-titre « Une histoire personnelle de la philosophie ». Et puis voilà, je ne mentionnerai que ces livres-là, il y en aurait tant d'autres. On va commencer par toi, Pierre, pour ensuite donner la parole à Paul, et puis ouvrir à la discussion avec la salle. Merci. D'abord, merci aux organisateurs de cette invitation, qui m'a touché, qui me remplit de plaisir depuis que je suis arrivé ici. Merci Raphaël de la présentation qui a été faite de mon travail et de mon parcours. Voilà, bon. Alors, le propos que je vais tenir dans une trentaine de minutes, à peu près, va porter essentiellement, je fais une petite rectification sur son annonce, va porter essentiellement sur Descartes. Ça, c'est assez fréquent chez moi. Et secondairement, mais ce n'est pas une hiérarchie, sur Sartre. C'est-à-dire que j'ai préféré laisser, comme je l'avais annoncé dans le titre, Pascal de côté, parce que les problèmes assez minimes d'ailleurs qu'il pose au sujet de la question de l'enfance ne s'inscrivent pas dans la ligne que j'ai choisi de vous présenter et que d'ailleurs Raphaël a éventé. Donc il ne va plus me rester grand-chose à dire, en tout cas comme effet de nouveauté. Et donc cette ligne qui, de Descartes à Sartre, constitue en quelque sorte une vision d'ailleurs assez limitée, assez accidentelle. Ce n'est pas du tout un sujet central dans aucune de ces philosophies. Vision donc de l'enfance, puisque tel est le sujet de nos rencontres ici. La première remarque très générale, très cavalière, que je ferai en guise d'introduction, c'est pour essayer de savoir au fond dans quelle direction très générale les philosophes se sont orientés, se sont engagés lorsqu'ils ont rencontré la question de l'enfance. Et je crois qu'il y a principalement deux grandes directions. Il y en a d'avoir évidemment d'autres, mais deux grandes directions. La première direction, historiquement en tout cas, la première direction,
est celle dans laquelle le problème de l'éducation des enfants croise la question de la constitution d'une bonne cité, d'une Callipolis, comme l'appelle Platon. Si bien que éduquer les enfants, c'est les éduquer en vue de devenir justement les citoyens de cette belle cité, étant entendu que si on s'y prend trop tard, il n'y aura pas de bonne cité. Ce sera fichu. Les jeux seront déjà faits. Et donc, il faut reprendre le problème à l'origine. Et c'est ça, au fond, le nom de l'enfance dans ce type de philosophie. C'est celui de l'origine. Et avec l'idée ou le présupposé que, au fond, il ne peut pas y avoir de solution radicale à quelque problème que ce soit si on ne remonte pas à l'origine de ce problème. L'origine de ce problème, c'est l'enfance. Et Platon le dit bien dans La République, au fond, tous les problèmes des hommes seraient résolus si on adoptait dès le départ une éducation justement visant à faire des enfants d'une certaine manière autre chose que des enfants. C'est-à-dire finalement les adultes qu'ils devront être ou les citoyens qu'ils devront être et tout miser sur cette détermination. Bon, on retrouvera dans les temps modernes une attitude analogue vis-à-vis de l'enfance chez Rousseau. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas l'évoquer. C'est André Charac qui aurait dû le faire aujourd'hui. Et hélas, il n'est pas là. Et puis en présence de Paul Audy, qui a consacré des travaux importants à Rousseau, je ne vais pas me risquer là-dedans, dans cette voie. Si ce n'est pour dire, mais je vais vite, hein, vous allez vite comprendre pourquoi, qu'en un sens, chez Rousseau, la question de l'enfance est quasi un prétexte à la constitution justement d'une société ou d'une nouvelle société. C'est-à-dire que ici, si vous voulez, on se trouve dans la situation de la pensée de l'utopie. Cette pensée étant l'idée que si on ne prend pas les choses à la racine, on n'arrivera à rien dans les questions politiques et dans les questions morales. Et donc, au fond, l'enfant, là aussi, est un prête-nom pour désigner cette nécessité justement de remonter à l'origine ou de repartir de la vraie origine, si je puis dire, et pas de la fausse origine, c'est-à-dire de l'origine historique, de l'origine banale, mais de la vraie historique, de la vraie origine qui tient à la nature des choses. Voilà la première direction dans laquelle la pensée philosophique, dans ses pics, a pu s'engager. Évidemment, Platon, Rousseau, il y a Fourier, qui n'est pas un philosophe de la même taille que Platon et Rousseau, ça va de soi, mais bon, qui consacre aussi beaucoup de temps à la question de l'enfance, dans la perspective justement d'une cité juste, d'une cité libre, d'une cité qui soit vraiment une cité, c'est-à-dire finalement une communauté. La deuxième direction, elle est semblable, elle est plus épistémologique, c'est-à-dire au fond elle est plus relative aux questions de la connaissance. Et c'est la détermination de remonter à l'enfance, ou du moins fictivement, afin de voir comment le réel finit par être intégré dans la conscience de l'homme par cette série, cette succession d'étapes, d'essais, d'erreurs que l'enfant doit, parce que ça, il faut l'imaginer, parcourir avant d'arriver à stabiliser en quelque sorte ses représentations, ses perceptions, ses connaissances. C'est le problème de l'origine de la connaissance. Et ce problème va être quasiment le problème majeur, le problème directeur du XVIIIe siècle, que ce soit Condillac, que ce soit Locke, que ce soit Rousseau, que ce soit ensuite Helvétius ou dans la perspective matérialiste, ils vont tous s'engager là. Et l'enfant, là aussi, d'une certaine manière, est le prête-nom d'une volonté anti-cartésienne de montrer justement que l'origine de la connaissance, c'est l'expérience, et que par conséquent, il faut suivre ou imaginer la manière dont l'enfant acquiert petit à petit des connaissances pour comprendre au fond ce que sont les idées que les adultes se font d'un corps matériel, d'une âme, d'un esprit, de la volonté, etc., etc. Au fond, comprendre, c'est faire la genèse. Comprendre, c'est faire la genèse d'une chose. Et ça, de ce point de vue, l'empirisme. Mais il faut bien voir que c'est dirigé contre le cartésianisme et contre une des thèses peut-être pas les plus connues du cartésianisme, mais qui, à mon sens, est une des thèses fondamentales du cartésianisme, qui est la thèse de l'innéisme. La thèse de l'innéisme,
désigne pour Descartes, alors je vais entrer dans Descartes maintenant, hein, la thèse de l'innéisme désigne cette idée qui est présente très tôt chez Descartes, cette idée que je vais présenter, si vous voulez, de deux manières. La première manière, c'est pour dire qu'au fond, pour Descartes, contrairement à un préjugé répandu, pour Descartes, l'esprit humain est naturellement éclairé, si je puis dire. Une des références les plus fréquentes de Descartes, c'est la référence à la lumière naturelle. Cette lumière naturelle, elle n'est pas acquise. Elle est au contraire obstruée, la plupart du temps, par l'éducation. Vous voyez la perspective quasi contraire, si vous voulez, de Descartes par rapport aux philosophes dont j'ai parlé dans cette courte introduction. Et donc, en un sens, il n'y a pas du tout de suspicion concernant l'enfant. La suspicion cartésienne, elle porte plutôt sur l'adulte, c'est-à-dire sur la façon dont les adultes élèvent les enfants de telle manière que les enfants sont pleins, comme l'a dit Raphaël, et j'y souscris entièrement, sont pleins de préjugés, naviguent dans l'erreur, ou dans les erreurs, dans les illusions, etc. etc. Mais ce n'est pas de leur faute. Hein. Ce n'est pas parce que ce sont des enfants, c'est d'une certaine manière parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Mais on pourrait imaginer idéalement que s'ils étaient livrés à eux-mêmes sans autre contrainte que leur esprit propre, si je puis dire, ils iraient tout droit, comme Descartes lui-même, hein, ils iraient tout droit à la vérité. Autrement dit, il ne serait pas nécessaire, si vous voulez, d'instaurer une méthode pour conduire la raison et trouver la vérité dans les sciences. Il y a cette idée, si vous voulez, que chez Descartes, la méthode, d'une certaine manière, c'est une contre-éducation. La méthode cartésienne est une contre-éducation, c'est-à-dire qu'elle vise à rectifier l'esprit humain. Elle vise à lui redonner en quelque sorte sa pureté naturelle, pureté qu'il a perdue par, au fond, l'éducation. C'est pour cela qu'on peut lire, si vous voulez, le discours de la méthode, et notamment la première partie dans laquelle Descartes dit qu'il va raconter sa vie, en un sens, ou son enfance. On peut la lire, au fond, comme un récit, si vous voulez, de déception, bien sûr, hein, mais aussi un diagnostic, si vous voulez, au fond, très critique, et les contemporains de Descartes ne s'y sont pas trompés, sur la façon dont les études sont faites, dont les enfants sont éduqués, moins les éducations que... Et au fond, ce que Descartes veut nous montrer, c'est que si nous sommes finalement assez naturellement les uns les autres, si nous sommes si perdus dans la vie, si nous passons d'une opinion à une autre, d'une croyance à une autre, si nous ne savons pas à quel saint nous vouer, hein, pour parler non pas comme Descartes, mais comme le vulgaire, si nous ne savons, eh bien, c'est justement parce que, au lieu de suivre la route droite, en quelque sorte, de l'esprit naturel, nous avons dû emprunter les chemins détournés, tortueux et qui ne mènent nulle part, comme dirait l'autre, de l'éducation. C'est-à-dire des maîtres, des précepteurs, des parents, dans le même sac chez Descartes. Hein. Au fond, tous ces gens-là, les précepteurs, les maîtres, pour lesquels il n'a rien contre individuellement, hein, mais tous ces gens-là, si vous voulez, d'une certaine manière, j'ose pas utiliser le mot d'usurpateur, mais bon, en attendant un meilleur, on va garder celui-là, sont des usurpateurs au sens, si vous voulez, où ils s'interposent entre l'esprit humain, naturel, et les choses pour guider cet esprit. C'est-à-dire, au fond, aux yeux de Descartes, pour l'orienter dans des voies de garage, hein, qui sont, au fond, les études telles qu'elles sont pratiquées. Il faut quand même lire la première partie du discours de la méthode et le récit des études comme quand même un récit, si vous voulez, complètement un récit de destruction, même pas de déconstruction, comme on dirait aujourd'hui, mais de mise à distance, de critique très ironique. Hein, je révérais les lettres, la théologie, tout y passe. Hein, et au fond, le bilan, c'est finalement
j'en suis pas plus avancé. Pour avoir fait tout ce parcours dans les meilleures écoles d'Europe, avec les meilleurs maîtres, entouré des meilleurs condisciples, finalement, je suis dans un état d'incertitude qui est sans doute supérieur à celui que j'aurais connu si je n'avais pas traversé justement tout ce cursus, tout ce décorum, tout ce cursus d'études qui finalement ne m'ont pas mené à grand-chose et m'ont fait le devoir de reprendre tout en main. Alors voilà une deuxième idée de l'enfance chez Descartes. Ce n'est pas l'enfance historique, ce n'est pas le moment où je suis né, mais c'est le moment où je décide de me prendre en charge. C'est-à-dire c'est le moment où je décide de donner congé aux maîtres, aux précepteurs, aux parents, bon, hein, de leur donner congé, de leur dire que jusqu'à présent ça va, bon, ils m'ont aidé à vivre, mais pas forcément à penser. Ils m'ont aidé à me débrouiller dans la vie, ils m'ont aidé, voilà, ils m'ont apporté, mais ils ne m'ont pas particulièrement aidé dans ce qui paraît être à Descartes, au fond, le souci principal, le but principal de l'homme, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Et cette recherche, il faut en reprendre l'initiative et la commencer tout de nouveau dès les fondements. Vous connaissez l'expression fameuse de Descartes, dans laquelle on peut voir, si vous voulez, comme une sorte d'enfance recommencée, opposée à l'enfance historique. Et donc, il n'y a pas du tout de mépris de l'enfance. Il y a plutôt, si vous voulez, chez Descartes, une tentative pour récupérer ce commencement perdu et en faire un véritable commencement, un deuxième commencement. On trouvera quelque chose d'analogue, si vous voulez, à cela dans la phénoménologie husserlienne, avec cette idée justement que, au fond, l'apprentissage, etc., doit être mis entre parenthèses et on doit commencer tout de nouveau. C'est pas pour rien qu'Husserl intitule un de ses livres principaux, les méditations cartésiennes. Méditation, ça s'oppose à connaissance, à apprentissage, à éducation. Méditation, ça veut dire que l'esprit s'entretient avec lui-même. Et ce serait ça, au fond, finalement, l'enfance idéale. Ce serait le moment où le petit enfant, mais il n'en a pas les moyens, on va tout de suite voir pourquoi, mais enfin, vous vous en doutez, l'enfant s'entretiendrait avec lui-même sans autre, d'une certaine manière, critère que cette lumière naturelle qu'il a parce que c'est une créature de Dieu et parce que Dieu a mis en tous les esprits, et il faut noter aussi cette nuance d'égalité ou cette accentuation d'égalité qui est tout à fait nouvelle, non seulement à l'époque et qui va prendre une importance considérable, cette égalité, si vous voulez, des esprits, qui repose non pas tant sur l'astuce ou l'ingénium de chacun, comme l'appelle Descartes dans les Régulés, que sur l'égale répartition, non pas des dons, si vous voulez, mais de ce que Descartes appelle les semences de vérité. Vous voyez, ce terme génétique, en quelque sorte, est intéressant au sens où, justement, il montre que, contrairement à ce qu'on pense, nous n'avons pas des vérités toutes faites dans la tête. Mais nous avons dans l'esprit les moyens pour les trouver. Et par nous-mêmes, c'est ça qui est important, et pas par les autres. Or, d'une certaine manière, l'âge de l'enfance, Raphaël l'a dit tout à fait justement, l'âge de l'enfance, c'est l'âge où nous dépendons des autres. Et nous en dépendons toujours des autres, de la même manière que les autres dépendent de nous. Il y a quand même une justice. Mais bon, il y a simplement, si vous voulez, cette dépendance des autres dans l'enfance est quelque chose, si vous voulez, qui ne peut pas être levé. Et ne peut pas être levé pourquoi ? Non pas parce que les enfants seraient par eux-mêmes inattentifs, légers, idiots, pas finis, etc., etc. On ne trouve jamais de telles choses chez Descartes, on ne trouve jamais d'expression du mépris ou même d'une certaine condescendance vis-à-vis de l'enfance ou de l'enfant. Ce n'est pas le problème de Descartes. Le problème, c'est d'expliquer pourquoi, justement, l'enfant, qui de lui-même possède tous les instruments cognitifs pour aller à la vérité, eh bien, s'égare, se perd, et il lui faudra un temps fou et des instruments artificiels, la méthode, pour justement
en ce sens simplement récupérer ce temps perdu. Récupérer ce temps perdu qui est le temps de l'éducation, parce que l'éducation, au lieu justement, et c'est peut-être nécessaire, il n'y a pas de critique révolutionnaire chez Descartes de ce point de vue-là, parce que l'éducation, au lieu justement de finalement se borner, si toi c'est une limite, à laisser l'esprit produire ses propres fruits et ses propres lumières, comme une sorte de culture spontanée qui serait la plus proche de la nature possible, l'éducation, au fond, interpose justement entre l'esprit et les choses, interpose des tas de préjugés, des tas d'opinions, de croyances, et rend de ce point de vue extrêmement difficile le fait de se remettre sur le terrain, sur la voie de la certitude. Et pas simplement d'une vérité approximative, mais d'une certitude. Donc, vous voyez que, en un sens, loin que la philosophie cartésienne, du moins telle qu'elle s'exprime comme ça dans le discours de la méthode, constitue comme un désaveu de l'enfance. Un des grands spécialistes de Descartes, Henri Gouillet, qui a écrit des choses magnifiques sur Descartes, dit quelque chose, si vous voulez, que je prends la liberté de ne pas suivre. Il dit, au fond, la philosophie de Descartes constitue comme un infanticide. C'est-à-dire que Descartes aurait voulu tuer l'enfant en chacun de nous, afin justement de pouvoir libérer l'homme dans son statut véritable. Mais pas du tout, pas du tout. C'est beaucoup plus, je ne sais pas comment le dire, avec un suffixe grec, beaucoup plus un refus, enfin une critique, si vous voulez, de l'éducation et des adultes, de ce point de vue, hein, que de l'enfance. Au fond, l'adulte est celui qui empêche l'enfant d'être lui-même, c'est-à-dire de se développer dans la spontanéité qui serait la sienne si, justement, il ne s'interposait pas, pour des raisons nécessaires, il ne s'interposait pas entre l'adulte et lui. Alors, voilà. Donc c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas méconnaître, si vous voulez, et bien qu'il n'en parle pas, il ne faut pas méconnaître la présence positive, d'une certaine manière, de l'enfance dans la philosophie de Descartes. Et dès le début de cette philosophie, dès le texte des règles pour la direction de l'esprit, texte que Descartes n'a pas fini, n'a pas publié, qu'on a retrouvé dans ses papiers bien longtemps après sa mort, mais dans lesquels, justement, il parle de ces semences de vérité, dans lesquels, justement, on voit ce que ça signifie l'innéisme cartésien. Ça signifie justement que point n'est besoin, si vous voulez, de faire des expériences, de multiplier des enseignements, d'aller lire tous les livres, etc., etc. Au fond, il suffit, c'est une contention d'esprit particulièrement difficile, mais de se regrouper, si je puis dire, en soi-même, afin de saisir les notions toutes pures que Dieu aurait mises dans notre esprit et dans l'esprit de tout le monde. Si bien qu'à la limite, les différences entre les esprits, car il y en a, évidemment, les différences entre les esprits ne doivent pas, ces différences, elles sont à la limite factices. Et ce qui est naturel, c'est l'égalité des esprits. Parce que, au fond, cette égalité, elle repose sur les notions simples, claires et distinctes, que tout esprit doit avoir en lui et que, d'une certaine manière, il finit toujours par retrouver, malgré, justement, l'obstacle de l'éducation, des préjugés, de la tutelle, des maîtres et des mauvaises orientations. Voilà pour moi. Alors, maintenant, si on se demande pourquoi on a besoin de maîtres, vieille question, que les gens de mon âge ont tenté justement de réaccuser, elle reste en suspens. Pourquoi on a besoin de maîtres ? Il faut, de ce point de vue, non pas se tourner vers l'esprit de l'enfant, mais il faut se tourner vers son corps. Et au fond, la thèse de Descartes, ou la thèse que je fais être celle de Descartes, mais ça j'ai l'habitude de faire ce genre de trafic, la thèse donc de Descartes, et qui sera au fond reprise, comme beaucoup de thèses de Descartes, par Spinoza, reprise et radicalisée par Spinoza, c'est qu'au fond, le problème de l'enfance, si vous voulez, c'est
je vais le dire en termes non, du tout non provocateurs, hein, c'est en termes étymologiques, c'est la débilité du corps, sa faiblesse, hein, débolus, hein, la faiblesse du corps, sa non-constitution encore, sa non-finition, si je puis dire. Le problème de l'enfant, c'est pas qu'il n'a pas un esprit, et Descartes, de ce point de vue, a à défendre l'idée que non seulement l'âme pense toujours, hein, y compris le fœtus, dans le fœtus, hein, il a une connaissance de la vie intra-utérine qui est sans égale, il sait comment les choses, enfin il sait comment, en tout cas, il pose que forcément l'âme pense toujours, donc l'âme, même obscurcie par les besoins corporels de la vie intra-utérine, l'âme pense. Autrement dit, si vous voulez, l'enfant, ça n'est pas, si vous voulez, une sous-pensée. Hein. L'enfant, c'est une pensée, et c'est la même chose, il n'y a pas de plus et de moins dans la pensée. Soit on pense pas. D'où le problème des animaux. Mais on va laisser ce problème de côté, hein, parce que ça m'attire souvent des histoires. Donc on va laisser la question des animaux de côté, qui n'a absolument rien à voir avec celle de l'enfant, hein, je m'empresse de le dire. Hein. Bon. Et donc, le problème, si vous voulez, voilà, le problème, si vous voulez, c'est comment rendre compte de la diversité individuelle à partir justement de cette identité de pensée, de cette identité de l'âme. Tout se passe comme si l'âme, chez Descartes, bien sûr, plus tard il dira il y a des âmes nobles et des âmes fortes, mais il ne va jamais dire il y a des âmes plus lucides au sens intellectuel, si vous voulez, du terme, que d'autres. Tout se passe comme si la vérité chez Descartes, ça demandait simplement d'ouvrir les yeux. Mais encore faut-il ne pas avoir un bandeau sur les yeux. Et c'est ça l'éducation. C'est ce qui nous met un bandeau sur les yeux. Et ce bandeau, il est lié au fait qu'on ne peut pas se conduire soi-même. Nous n'avons pas un corps suffisamment fort, suffisamment habile, suffisamment apte à toutes sortes de fonctions pour justement que l'esprit puisse vaquer aux siennes propres. Et donc, au fond, ce qui empêche l'enfant, si vous voulez, d'être immédiatement un être qui connaît les choses telles qu'elles sont, et ce n'est pas difficile pour Descartes, la connaissance n'est pas quelque chose d'obscur, eh bien, c'est justement parce que l'enfant est un être vivant. Il y a comme, si vous voulez, un conflit entre l'être pensant que nous sommes, par nature, et l'être vivant que nous sommes aussi, en quelque sorte. Si bien que le développement de la vie et celui de la pensée ne marchent pas du même pas. Le développement de la vie, au fond, implique que nous croyons des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Le développement de la vie obéit aux critères de l'utilité vitale. Le développement de l'esprit obéit aux critères de la vérité. Et l'une n'est pas l'autre. En deux mots, le développement de la vie, pourquoi je dis que le développement de la vie demande des choses, demande qu'on accepte pour vrai des choses fausses, c'est-à-dire au fond des préjugés. Parce que ça va plus vite. Ça va plus vite, si vous voulez, de considérer que l'herbe est verte plutôt que de considérer que je la vois verte. Et que c'est parce que j'ai des yeux, et que ces yeux, en tant qu'organes des sens, sont les organes de mon entendement, et que par conséquent, la constitution de mon être implique justement tel type de vision, tel type d'audition, tel type de sensation, ça va plus vite de dire l'herbe est verte. Et jusqu'à présent, je le dirais. Que l'herbe est verte ou que, que la pierre est chaude ou que le soleil brille, etc., etc. Qui ne sont pas des choses fausses dites comme ça, mais qui sont des choses fausses scientifiquement. Or, le problème de Descartes, c'est la science, justement. C'est comment apprendre la science nouvelle, pas la science d'Aristote qui ne vaut pas un clou pour lui, mais comment apprendre la science nouvelle, la science de Galilée, et puis la sienne, tant qu'à faire aussi, c'est par certains aspects la même. Comment apprendre la science nouvelle quand, justement, on a été enfant? C'est ça le problème. C'est-à-dire quand on a été soumis à une éducation de vivant, qui consiste à aller vite. Voilà. Pourquoi j'aime cet aliment? Ce n'est pas parce qu'il est bon, c'est parce que j'en ai besoin.
Et tout se passe comme ça dans le fœtus et dans la vie du tout petit enfant pour Descartes. Les affections, les amours, l'amour, le désir, les passions, même frustres, etc., au fond, prennent naissance à des choses extrêmement simples. Une bonne digestion, par exemple. Ça rend le fœtus heureux. À partir de ce moment-là, il va associer le bonheur à cette sorte d'état serein, si vous voulez, de réplétion, en quelque sorte, qu'est la bonne digestion. Vous voyez que c'est, comme idéalisme, on fait mieux que Descartes. Hein. Voilà à quoi il remonte. Voilà d'où nous viennent nos sentiments. Et bien, de la même manière que nos sentiments nous viennent justement d'affects tout simples, et qui tiennent à la nécessité de conserver notre corps et de le nourrir, et que la nourriture, quand elle est absorbée, ça nous rend heureux, ce qui d'ailleurs peut être le fait d'une constatation quotidienne de la part de chacun d'entre nous, que la chaleur du ventre, c'est un bien-être, etc., et que finalement, tout le reste de notre vie va être accompagné par cette sorte de, ce que les éthologues appellent aujourd'hui, d'empreintes originelles, que sont justement les affections premières, les passions primitives, comme il dit Descartes. Descartes s'est beaucoup intéressé, si vous voulez, au primitif, pas au pluriel, mais au singulier, c'est-à-dire, si vous voulez, à ce qui, justement, aussi bien dans le domaine des idées et de la pensée que dans le domaine de la constitution de l'homme et pas de l'âme ou de l'esprit, de l'homme, c'est-à-dire de cet être qui est indissociablement esprit et corps, unis de telle manière qu'on ne peut rien unir de plus étroitement, de telle manière qu'ils constituent comme un seul tout, dit Descartes, contrairement, si vous voulez, à toute la cohorte des pleureurs qui vont dire Descartes, le dualiste, c'est celui qui a coupé l'homme en deux, qui a fait que l'esprit et le corps ne peuvent pas se rencontrer. Non, alors, rassurez-vous, enfin, c'est pas vous qui dites ça, hein, sûrement pas. Mais d'autres, il y en a des qui disent ça. Et ils se trompent complètement. Ils se trompent complètement au point, si vous voulez, que ce qu'on a pu reprocher à Descartes, c'est au contraire, si vous voulez, d'avoir conçu l'union d'une manière beaucoup trop étroite. Hein. Et tous les post-cartésiens n'auront qu'un objectif, c'est de casser l'union, justement. C'est de faire en sorte que l'âme et le corps restent deux substances distinctes. Il avait bien commencé, Descartes, dit Malebranche, avec la distinction de l'âme et du corps. Mais qu'est-ce qui lui a pris de nous parler de l'union de l'âme et du corps, c'est-à-dire de cette fusion, de cette confusion. Il est tombé, si vous voulez, dans la scolastique, les formes substantielles, etc. Mais c'est complètement faux. C'est pour Descartes quelque chose d'absolument... Sinon, on ne comprend rien à l'homme si on ne sait pas que son esprit ne peut pas se détacher du corps. L'esprit dépend si fort du tempérament du corps que, il est soumis aux préjugés lors de son enfance, justement, parce qu'il faut aller vite. On lui dit, c'est pas bon ça, ne touche pas à ça, c'est chaud, enlève la main. Voilà, c'est des réflexes, c'est des signaux. On ne lui fait pas un cours de physique. Oui, mais du coup, ça rend l'assimilation du cours de physique extrêmement difficile par la suite. Les premiers cours de physique, un corps c'est un corps, c'est-à-dire une masse matérielle, force, grandeur. Au fond, ça nous dépayse complètement. On n'est pas habitué à penser comme ça. Ben voilà, si vous voulez, le seul défaut dont l'enfant est porteur, et ce n'est pas le sien, c'est celui de sa nature, âme et corps, et de la nécessité d'arriver. Le seul défaut, si vous voulez, c'est d'arriver, si vous voulez, à l'âge où on peut se lancer dans la connaissance de la vérité par soi-même, sans appui, sans aide, sans béquille, comme dirait Kant, et d'arriver, si vous voulez, avec des idées fausses sur la nature des choses. C'est-à-dire les corps physiques, et du coup l'âme, c'est de développer une sorte d'animisme spontané, vous voyez, un petit peu comme l'enfant. Voilà, j'ai commandé à mes parents de faire quelque chose, ils n'ont pas obéi, j'ai pleuré, j'ai trépigné, j'ai tout cassé, et ben ils ont fini quand même par obéir. Comment voulez-vous que ça ne donne pas, si vous voulez, au vieil enfant, si je puis dire, à l'adulte naissant, etc., des idées, si vous voulez, d'action efficace. C'est-à-dire qu'au fond, quand on trépigne, on se fait obéir. Alors qu'au fond, voilà, la seule manière d'obtenir des effets durables des choses, c'est la technique, pour Descartes. C'est l'action technique. C'est ce que Sartre appellera l'action technique opposée à la conduite magique de l'émotion. C'est-à-dire la médiation. Mais la médiation implique justement qu'on ne confonde pas l'esprit et le corps. Et c'est ça, au fond, le dualisme cartésien. Ne confondons pas l'esprit et le corps,
Pourquoi? Afin de comprendre justement comment il est impossible de les délier dans la vie, hein, dans notre vie. Et donc, non seulement il faut vivre avec, mais il faut vivre comme avec une sorte d'ennemi domestique. Hein. C'est-à-dire, il faut s'en méfier, mais on ne peut pas s'en passer. Hein. Mais il faut s'en méfier. Chaque fois que je vois quelque chose, je me dis, c'est vrai ou c'est faux? Ben, c'est comme ça que ça commence les méditations. Hein. C'est vrai ou c'est faux? Et d'où je sais que c'est vrai? Voilà. Est-ce que je peux, comment dire, vous voyez, ébranler mes croyances de telle manière à voir si elles tiennent debout ou pas? Voilà le problème de Descartes. Mais ça, c'est lié au fait que, justement, j'ai acquis des choses sans les avoir acquises par moi-même. Ce qui est, au fond, l'essentiel de l'éthique, si je voulais, cartésienne, hein, c'est de se mettre à son compte. Hein, de penser par soi-même, dira Kant, hein, mais c'est surtout de se mettre à son compte, c'est-à-dire ne pas compter sur les autres, justement, pour arriver à avoir des idées claires et distinctes, pour arriver à être content, pour arriver à se débrouiller, si vous voulez, dans la vie de telle manière, etc. C'est compter sur soi. Et ça, l'enfant ne le peut pas, non pas par nature, parce que l'enfant est un raté de la nature, si je puis dire, hein, mais par condition humaine, qui est qu'on a besoin des autres pour progresser dans la vie, mais on a besoin des autres pour progresser dans la vie d'une manière corporelle, c'est-à-dire on a besoin des autres pour arriver à un moment où notre corps, finalement, devient, au lieu d'être invisible et obscur, il devient en un sens un instrument relativement fidèle, relativement précis. Je veux aller là, je me saisis de quelque chose, je ne vais pas crier, je ne vais pas trépigner, je vais faire des actions adéquates. Voilà, c'est ce que dira Spinoza. Hein, c'est ce que dira Spinoza, au fond. Qu'est-ce qui fait la débilité de l'enfant? Qu'est-ce qui fait qu'on plaint l'enfant? C'est que son corps n'est pas assez au point, si je puis dire. Hein, c'est qu'il a un corps faible. Et plus son corps sera fort, et moins en un sens il sera enfant, c'est-à-dire que moins il sera aliéné en termes modernes. Vous voyez? Et au fond, Spinoza ira jusqu'au bout d'une thèse qui est au fond d'origine cartésienne. C'est-à-dire que l'idée de Spinoza, c'est que, si on veut, on peut traduire les choses comme ça. L'enfant, c'est le rapport entre mon corps et les autres, un rapport défavorable. C'est-à-dire que les corps environnants ont beaucoup plus d'action et de force sur moi que moi sur eux. Vous voyez? Et l'adulte, c'est celui qui arrive à inverser ce rapport et à faire en sorte justement que mon corps a plus d'action et d'utilité en agissant sur les corps environnants que les corps sur lui. Faire en sorte, si vous voulez, que je prenne le dessus dans le combat ou la concurrence qui oppose les corps les uns aux autres. Mais bon, ça, c'est Spinoza. Mais vous voyez, le problème, c'est un problème de corps. Ce n'est pas un problème d'âme. Et au fond, voilà, qu'est-ce que ça veut dire quoi que le corps est bien en forme, est bien en bonne santé, etc. Ça veut dire qu'enfin, je peux penser tranquillement. Je ne suis pas tenaillé par la faim, par la colère, par la maladie, par la etc. Voilà, je peux enfin, si vous voulez, me consacrer à ce pourquoi je suis fait en tant qu'homme, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Bon. Je dis un dernier mot, si vous voulez, sur Descartes, et je vous donne quand même quelques indications, on pourra y revenir dans la discussion, sur le texte de Sartre, enfin, les mots que dont j'ai choisi de parler, mais que je vais résumer simplement, donner la ligne directrice. Il y a une chose, si vous voulez, que j'avais notée dans mes notes et que je voudrais quand même vous lire, c'est ce passage formidable d'une lettre à Chanu du 1er février 1947 sur l'amour, qui est une question qui a beaucoup intéressé Descartes, l'origine, la nature de l'amour, hein, pour justement expliquer un certain nombre de choses, vous voulez, qui sont très, très modernes, très contemporaines, nos associations, nos évocations. Au fond, qu'est-ce qui fait que nous avons dans l'esprit des choses que nous ne parvenons pas à expliquer, dont nous ne parvenons pas à remonter à l'origine, et que nous subissons, en un sens, comme des faits,
Alors que si nous les connaissions peut-être dans leur genèse, nous continuerions à les éprouver, mais pas à les subir. Et Descartes prend l'exemple, la chose est célèbre si vous voulez, le passage est magnifique d'ailleurs, je vais vous le dire, prend l'exemple justement d'un attachement qu'il a eu pour une jeune fille, mais une toute jeune fille, hein, c'est parce qu'il était quand il était enfant. Hein, d'enfant, et voilà le passage. Alors, bon. Lorsque j'étais enfant, dit Descartes, donc vous voyez, il sait qu'il a été enfant, hein, contrairement à ce que disent un certain nombre de commentateurs de Descartes, disant Descartes a oublié qu'il était enfant. Non, non, lorsque j'étais enfant, dit Descartes, j'aimais une fille de mon âge, qui était un peu louche, au sens du strabisme, hein, bien sûr, hein, ça va de soi. Au moyen de quoi, j'ai déjà vu dans des jurys de concours des étudiants dire, bon, Descartes devait errer dans le port d'Amsterdam, où c'est bien connu, on trouve des gens louches, voilà, chelou, oui, c'est ça. Non, non, c'était louche au sens, c'est le corps, toujours le corps chez Descartes, hein, c'est la chose essentielle. Bon, j'arrête de m'introduire dans cette citation. Au moyen de quoi? L'impression qui se faisait par la vue en mon cerveau, quand je regardais ses yeux égarés, se joignait tellement à celle qui s'y faisait aussi, pour émouvoir en moi la passion de l'amour, que longtemps après, en voyant des personnes louches, toujours au même sens, je me sentais plus enclin à les aimer qu'à en aimer d'autres. Pour cela seul qu'elles avaient ce défaut. Et je ne savais pas néanmoins que ce fut pour cela. Au contraire, alors ça c'est l'optimisme cartésien, au contraire, depuis que j'y ai fait réflexion et que j'ai reconnu que c'était un défaut, je n'en ai plus été ému. Heureux homme, bon, à qui il suffit, si vous voulez, de faire réflexion sur... à qui il suffit de faire réflexion sur les associations qui le conduisent à choisir ça plutôt que ça, à préférer les oranges aux pommes, etc., etc., finalement, se débarrasse de ce choix. Il s'en débarrasse au sens d'un choix subi. Il va toujours pouvoir dire que c'est un choix qu'il assume. Ça, bon, voilà. Alors, ce qui me pousse maintenant, dans les 5 minutes qui me restent, à vous parler un petit peu de Sartre. Bon, d'une part, c'est évidemment la filiation, si vous voulez, de Descartes à Sartre qui est tout à fait évidente. Hein. C'est l'une comme l'autre des philosophies du cogito, comme on dit, hein. Même si chez Sartre, c'est plus la conscience que le cogito. Mais le cogito est aussi conscience, bien sûr. Hein. Donc, ce qui me pousse à faire ce parallèle, si vous voulez, et notamment avec les mots, hein, livre admirable, c'est que d'une certaine manière, Sartre rejoue en un sens le discours de la méthode. C'est-à-dire, il le rejoue de façon sartrienne, hein, ça, bon, c'est-à-dire qu'au fond, les mots, c'est le récit de son enfance. Mais ce récit, comme Gérard Lebrun l'a très bien montré dans un article que les temps modernes ont repris il y a très peu de temps, mais cette enfance, si vous voulez, au fond, Sartre la décrit comme une succession ou une suite, comme on voudra dire, de préjugés, hein, de fausses croyances, d'illusions, d'imagination. Alors, c'est pas parce qu'il le dit d'un ton gai, et en se fichant de lui à longueur de journée, en se fichant de l'enfant qu'il était, parce qu'au fond, cet enfant, c'est plus lui, hein, tout simplement, que ça perd sa force en un sens négative. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu la même situation, mutatis mutandis, bien sûr, que la situation cartésienne. C'est-à-dire qu'au fond, si j'avais été seul, ce qui est sûrement un idéal sartrien assez fort, je crois. Et d'ailleurs, une réalité sartrienne. Hein. Je crois que le problème de Sartre, c'est justement qu'il est seul. Hein. C'est-à-dire qu'il n'écoute personne. Hein. Ou qu'il les écoute à travers ce qu'il en pense. Hein. Voilà, c'est son génie, c'est peut-être ça, un grand génie. Hein. Mais voilà. Donc le problème, c'est que finalement, qu'est-ce qui a fait de son enfance cette sorte de chantier de bêtises, d'illusions, de prétentions, etc., etc., tout en étant heureux, hein, qu'il est. C'est les autres, d'une certaine manière. C'est son éducation. C'est ce grand-père qu'il vénérait, Karl, hein, qui le prenait sur ses genoux, qui lui dirait « tu seras un grand écrivain ». Vous voyez, c'est sa mère pour laquelle il avait une grande affection. Mais tous ces gens se sont interposés
entre lui et le réel. Et c'est ça l'idée cartésienne, en un sens, réactualisée par Sartre. C'est que d'une certaine manière, je n'ai pas eu la liberté de voir les choses en face, de voir les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas eu la liberté de me servir de mon entendement, pour parler comme Descartes. J'ai dû passer par les autres. Et c'est ça les mots. Les mots auraient pu s'appeler les autres. Hein. C'est-à-dire mes parents, mes copains, mes lectures, les livres, tout ce qu'on m'a mis dans la tête, tout ce pourquoi on m'a fait. Et au fond, la vraie naissance de Sartre, c'est quand il écrit les mots. C'est-à-dire, c'est quand il devient celui qui se rapporte à son enfance comme à quelque chose qu'il n'est pas, fondamentalement, mais que les autres ont constitué comme étant lui. Hein. C'est ça, si vous voulez, au fond, la question de l'enfance. La question de l'enfance, si vous voulez, ce n'est pas une question directe. Il ne faut pas la prendre comme si ça nous tombait du ciel, si vous voulez, le fait d'être enfant. L'enfance, c'est une constitution d'adulte. Hein. Le concept d'enfance est une constitution d'adulte. De la même manière que, d'un point de vue phénoménologique, mais qui est celui de Sartre. Hein, Sartre a changé du tout au tout, si vous voulez, le jour où il a découvert Husserl, quand même. Hein. De la même manière, si vous voulez, que le passé, pour Husserl, et que Sartre reprendra, si vous voulez, que le passé n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui se tient quelque part, comme chez Proust, comme chez Bergson, hein, mais c'est quelque chose qui est une modification de mon présent ou de ma conscience actuelle. C'est-à-dire que le passé n'a que le sens que ma conscience modifiée lui donne. Si bien que l'enfance peut apparaître, comme elle apparaît par exemple chez Merleau-Ponty, dont parle Sartre dans Merleau-Ponty vivant, magnifique texte là aussi. Hein, elle peut apparaître comme un paradis perdu. Hein, j'ai le texte sous les yeux, enfin pas tout à fait, mais voilà, si. Merleau-Ponty m'a dit un jour, en 1947, ne s'être jamais remis d'une incomparable enfance. Notre capacité de bonheur, poursuit Sartre, dépend d'un certain équilibre entre ce que nous a refusé notre enfance et ce qu'elle nous a concédé. Chez Sartre, elle est plus un refus qu'une concession. Chez Merleau-Ponty, elle est beaucoup plus une concession qu'un refus. D'où l'attitude divergente des deux, ce qui montre, si vous voulez, que l'enfance n'a pas d'objectivité en quelque sorte. L'enfance n'a pas le même sens pour tout le monde, en fonction justement du présent dans lequel il se situe. Et par rapport au quoi ce passé va apparaître comme une modification rétentionnelle, pour parler comme Husserl, si vous voulez, de la conscience du maintenant, de la conscience du présent. Voilà. Depuis à peu près 10 ans, dit Sartre en 63, donc ça remonte à 53, si mes comptes sont bons. Il doit avoir presque 50 ans, il est né en 1905. Depuis à peu près 10 ans, c'est la fin pratiquement de les mots. Je suis un homme qui s'éveille. C'est intéressant ça. Hein, je suis un homme qui s'éveille. Hein, qui naît, quoi. Hein, guéri d'une longue, amère et douce folie. Et qui n'en revient pas. Et qui ne peut se rappeler sans rire, car c'est ça le génie et la force de Sartre, sans rire. Et qui ne peut se rappeler sans rire ses anciens errements. Et qui ne sait plus que faire de sa vie. Mais sans rire, vous voyez, ça fait penser à ce que dit Montaigne, rire de soi. C'est ça l'alpha et l'oméga de l'éthique, rire de soi. Et ça, de ce point de vue, les mots sont un admirable récit de quelqu'un qui se fiche de lui. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, et merci. Merci infiniment, Pierre Ganancia, pour très très belle intervention. Paul, je te cède tout de suite la parole. C'est difficile de passer après Pierre et cette magnifique conférence. Vraiment, je suis désolé de dire ce que je vais dire. Je vous remercie en tout cas. Oui, mais non, enfin, bon. Enfin, vous verrez que j'ai raison. Bon. Je vais commencer par une citation. L'enfance est pleine de courants d'air, de contradictions qui se complètent, de signes, de codes, d'un langage secret et primitif dont beaucoup perdent la clé. Le sang y est joyau, la blessure présage. Inguérissable comme celle d'un chevalier de la table ronde, elle s'inscrit dans la légende qui se fait chaque jour au moyen d'une plume d'oiseau, d'un chat fantôme,
d'un tesson de verre emprisonnant un soleil. Si l'on prête attention à ce texte, que j'ai extrait d'un livre sur la poétesse Marceline Desbordes-Valmore, écrit par Françoise Mallet-Joris, il apparaît que l'enfance serait, plutôt qu'une époque de la vie ou dans une vie, un lieu, un site, dans lequel et à partir duquel tout a le pouvoir de devenir à la fois merveilleux, inquiétant et surtout signifiant. Où toute chose offre matière à signification, à des tours de langage, à métonymie, à métaphore, où tout s'emploie à prendre place dans cet écrin régulièrement rafistolé, agrémenté, enjolivé, que met à la disposition des signes, des codes, du langage secret et primitif des choses, la vie imaginaire. Où c'est la disposition aux histoires qui mène, pour ainsi dire, le jeu, comme dit Jean-François Lyotard, auquel je vais aujourd'hui me référer. Alors, le texte que j'ai lu évoque les contradictions qui se complètent. Peut-être à ce sujet faudrait-il soutenir l'idée que la réalité dont l'enfance serait la matrice événementielle, cette réalité faite de courants d'air, comme il est dit joliment, a elle-même partie liée, essentiellement et par principe, avec le fait qu'il n'est pas d'existence humaine qui ne se confronte tôt ou tard à sa propre origine, soit avec le fait qu'elle n'est pas à soi-même son origine, qu'elle n'est jamais posée au lieu de son origine, c'est-à-dire qu'il n'est pas un seul être vivant qui ne se soit apporté lui-même, je veux dire de lui-même et par lui-même, dans la vie qui est la sienne. Que tout vivant tient donc de l'autre, le principe même de sa venue dans la vie, et que cet autre qui définit l'antériorité d'un avant-soi est la toute première chose qui confère à l'homme sa plus foncière limitation, son être essentiellement fini. C'est dans ce contexte qu'on pourrait lire les Confessions de saint Augustin, écrites autour de l'an 500 après Jésus-Christ, et plus particulièrement le livre 1 qui traite thématiquement de l'enfance. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et pour cela, je vais quand même introduire ma lecture par cette question. Au fond, comment, dans ce livre, saint Augustin traite-t-il de l'enfance ? Alors, il faut dire un mot du dispositif des confessions. Les confessions, elles sont bâties sur un événement principal et fondamental qui est celui de la conversion. De la conversion, c'est-à-dire du fait que l'homme se tourne vers quelque chose de plus grand que lui, auquel il accorde de la qualité principale de tout lui devoir. Et le dispositif du livre est ainsi fait que le confessant s'adresse à Dieu, mais pas à Dieu seulement. En fait, il s'adresse à ses semblables, mais il s'adresse à ses semblables devant Dieu. C'est ça qui est spécifique aux confessions. Et s'adressant en fait devant Dieu à ses semblables, il s'adresse devant celui qui lui est plus intime que lui-même, celui qui le connaît en quelque sorte mieux qu'il ne se connaît lui-même, celui qui est capable de juger de la vérité ou de la fausseté de son propos. C'est ça le grand dispositif des confessions. L'autre caractéristique des confessions, surtout en ce qui concerne notre sujet, l'enfance, qui occupe tout le premier livre des confessions, c'est que le confessant dit quelque chose dont il n'a pas tout à fait la mémoire. Et en fait, cette mémoire lui vient de l'observation des enfants, qui le ramène à sa propre enfance. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour nous parce que, si vous voulez, en parlant de lui-même, il parle à partir d'une observation qui a un caractère général.
Et c'est ça la seconde spécificité des confessions, c'est qu'il mêle à la fois un propos en première personne sur l'enfance, mais qui est médié par une observation de l'enfance elle-même. La troisième caractéristique des confessions, c'est que c'est un livre de lecture et sur la lecture. Alors, la grande formule des confessions est très célèbre, tolle, lege, prends et lis. Et la conversion, si vous voulez, est absolument inséparable de la lecture. Ce qui s'est produit dans l'âme d'Augustin, cette nécessité de se tourner vers une origine qui est absolument certaine pour lui, à savoir Dieu, est inséparable du phénomène de la lecture. Et donc, c'est un texte sur la lecture, et d'ailleurs, les 4 derniers livres des confessions est une lecture du livre de la Genèse, extrêmement détaillée, et c'est donc la lecture d'un commencement, ou du commencement absolu, et la fin des confessions rejoint justement le début des confessions, qui est aussi une lecture d'un commencement, à savoir le sien et pas celui du monde. Bon. Donc, tout ce dispositif extrêmement subtil fait que le livre Les Confessions a inauguré un modèle dont la postérité a été tellement extraordinaire qu'il est absolument impossible de distinguer l'histoire de la littérature européenne de l'existence même de ce livre. Bon. Alors, ceci étant dit, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est lire les confessions dans certains de ces descriptions de l'enfance, mais en prenant appui sur 3 auteurs, mais un essentiellement, il y en a 2 autres, je ferai une petite incursion, c'est Lyotard, Lacan et Freud. Bon, mais pourquoi Lyotard? Parce que Lyotard prévoyait d'écrire un livre sur l'évêque d'Hippone quand la mort l'a emporté. Alors, de ce projet, il reste aujourd'hui quelques textes qui ont été publiés sous le titre « La confession d'Augustin ». Et Lyotard, justement, dans cette recherche, revient sur le concept d'enfance qu'il avait lui-même forgé dans un livre précédent, intitulé « Lecture d'enfance ». Je vais donc commencer par vous dire un premier mot sur ce concept lyotardien de l'enfance avant de vous lire un premier passage des Confessions. Alors, on doit à Jean-François Lyotard d'avoir forgé un concept de l'enfance, un concept philosophique de l'enfance qui n'a rien d'anthropologique ou de sociologique ou d'autobiographique. C'est un concept philosophique qui déplace la représentation courante de l'enfance, qui exige même que l'on prenne soin de ne pas entendre enfance comme un simple âge de la vie, un temps qui est voué à passer, à céder la place à un autre temps, à l'adolescence d'abord, puis ensuite à l'âge adulte, enfin à la vieillesse, etc. Le concept lyotardien d'enfance ne la réduit pas davantage à l'enfance qui est supportée, endurée par un enfant, au sens physiologique du mot, c'est-à-dire à l'enfance répondant aux critères de l'infantile. Ce que ce concept nous invite à considérer, c'est l'enfance comme événement de vérité, comme ce moment au gré duquel adviendrait à l'individu une certaine vérité. Alors, de quelle vérité il s'agit? Ce qui fait de l'enfance un événement de vérité, c'est le fait que s'inaugure avec elle un certain régime de la sensibilité. Son site
le site de l'enfance, parce que tout événement de vérité a un site, n'est autre que le corps. De quel corps s'agit-il? Du corps, est-ce que c'est du corps organique, qui est uniquement saisissable partes, extra partes? Non, il s'agit de ce corps de chair que Lyotard aborde pour sa part en termes de corps esthétique. Ainsi qu'il prend soin de le préciser lui-même, le corps esthétique se définit et ne se supporte que de son aïsthésis, sa sensibilité et ou son affectivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps esthétique est, dit-il, le touchant touché dont Merleau-Ponty, entre autres, avait parlé. Il est même, écrit Lyotard, espace-temps de la touche. C'est là que je voudrais vous lire un petit passage des Confessions. Mais dans ces premiers temps de mon enfance, dit Augustin, je ne savais que sucer le lait, goûter avec joie ce qui contentait mes sens, et pleurer lorsque je sentais quelque douleur. Il ne se passa guère de jours que je commençais à rire. D'abord, c'était en dormant, et puis en étant éveillé, comme je l'ai appris des personnes qui avaient soin de m'élever. Et ne pouvant me souvenir de ce qui se passait en moi à cet âge, j'ai cru ce qu'elles m'en ont dit, parce qu'on remarque tous les jours les mêmes choses aux autres enfants. Le corps esthétique auquel Lyotard rattache sa conception de l'enfance a pour caractéristique principale d'être, dit-il, naître, d'abord à l'aïsthésis en un temps primaire. Le corps esthétique, donc le corps qui est né à sa chair avant que ne s'éveille dans le sujet la conscience intime du temps, est un corps qui demeure en toute occasion réceptif, mais d'une réceptivité qui ne se traduit pas en termes de passivité, mais de passibilité. Il est passible de quelque chose. Le corps esthétique est passible à quoi? Il est passible à tout ce qui vient. C'est-à-dire, il est corps en ce qu'il est toujours disposé à ce qui arrive. Ainsi, ce corps qui ne cesse d'être touché et de se sensibiliser en conséquence, qui naît à sa chair à mesure que la touche sensible frappe, le bouscule, et de cette façon le blesse ou le façonne, s'ouvre-t-il pour ne jamais plus se refermer sur son propre être sensible. Pour l'enfant, dit quelque part Lyotard, tout est plaie. C'est que le corps enfant, comme il appelle aussi le corps esthétique, se rend sans cesse, qu'il le veuille ou non, disponible à l'événement sensible qui advient dans sa chair, pour peu que celle-ci en soit touchée avant même que le sujet en prenne conscience. On dit des enfants d'ailleurs qu'ils pleurent ou qu'ils rient pour un rien. D'aucuns y raccrochent le motif du puéril, mais c'est seulement que le corps se nourrit de cette touche perpétuelle, au sujet de laquelle Lyotard précise qu'elle donne naissance à un corps, le corps esthétique précisément, dont la particularité est un signe et qu'il est tout entier livré à ce qui arrive. Donc si l'enfant s'aperçoit de quelque chose, c'est bien de la condition de passibilité qui définit son corps. Et si ce corps esthétique passible à ce qui vient et qui est nommé corps enfant par Lyotard, c'est surtout en raison de son hétéronomie radicale, de son dessaisissement primaire, comme il dit. Et tout cela renvoie au fait que, corps touché par cette touche première, par quoi il naît à sa chair, il ne porte pas encore l'empreinte du signifiant. C'est un corps infans, un corps qui ne parle pas, qui continue de se dérober aux sots comme aux effets du symbolique. Sur cette base, on peut se mettre à lire un autre passage des Confessions, très connu, dans lequel, justement, saint Augustin, qui a déjà établi le fait que le corps est innocent, le corps est tout à fait innocent, puisqu'il est absolument livré à ce qui arrive, sans qu'il n'y ait rien qui puisse préfigurer cette réception en lui,
eh bien, cette innocence du corps est battue en brèche par la non-innocence de l'esprit. L'enfance, ce n'est pas tout à fait l'innocence. Et pour en donner un exemple, il va prendre cet exemple très frappant de l'invidia, de la jalousie infantile. Je vais vous lire le petit passage. N'est-il pas vrai qu'en cet âge même, quoique si tendre, un enfant fait mal de demander avec tant d'ardeur et avec larmes des choses qui lui sont nuisibles, de se dépiter, de s'aigrir contre ceux qui ne lui sont point soumis, contre des personnes libres, et que leur âge avancé lui doit rendre vénérable, contre son père et sa mère, et contre tant d'autres qui sont incomparablement plus sages que lui. Ainsi, la faiblesse du corps est innocente dans les enfants, mais l'esprit des enfants n'est pas innocent. J'en ai vu un que j'ai remarqué particulièrement avoir été si jaloux et si envieux qu'il en était devenu tout pâle, et que ne sachant pas même encore parler, il ne laissait pas de regarder avec colère et avec aigreur un autre enfant qui tétait la même nourrice que lui. Ce qui est si ordinaire et si connu de tout le monde que les mères et les nourrices prétendent expier ces fautes de leurs enfants par je ne sais quel remède superstitieux. Mais peut-on se persuader qu'un enfant soit innocent lorsque, trouvant dans les mamelles de sa nourrice une source très abondante de lait, et qu'étant si riche, pour le dire ainsi, de ce premier bien de la nature, qu'il y en a assez pour lui et pour un autre, il est néanmoins si avare qu'il ne peut souffrir qu'un autre enfant aussi faible et aussi jeune que lui, qui a un extrême besoin de cet unique secours de son indigence et de cette seule nourriture qui peut conserver sa vie, entre en partage avec lui et reçoive ce qu'il a de trop. Fin de citation. Bien. Alors, là, si vous voulez, je ne peux que me tourner vers Lacan, qui a très souvent pris cet exemple, particulièrement. C'est-à-dire que c'est une des premières lectures de Lacan, dès un texte très ancien qui s'appelle les complexes familiaux, mais dans son séminaire, dans le séminaire qui s'appelle les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, il va revenir sur cet épisode. Et ce qui est tout à fait intéressant dans la manière dont il aborde de cet épisode, c'est qu'il comprend parfaitement ce que le petit détail qu'a glissé Saint-Augustin dans le texte. Le petit détail, c'est que, justement, il n'y a, du point de vue de l'enfant jaloux, il n'y a absolument pas la question qui se pose de la rareté de ce qui est donné à l'autre. Ce n'est pas parce que le sein risque de... Enfin, le lait risque de s'épuiser que l'enfant, justement, veut absolument que l'autre ne l'ait pas et que ce lait soit réservé à lui. C'est une chose extrêmement importante parce que l'idée n'est pas que on soit jaloux de ce que l'autre a parce que moi-même je ne l'ai pas. C'est pas ça la jalousie. C'est pas du tout ça. C'est pas je vais retirer à l'autre ce qu'il a parce que moi je veux l'avoir. Mais c'est autre chose. Alors, au lieu de faire un long discours, je vais vous lire le texte de Lacan, si vous voulez bien. L'invidia la plus exemplaire pour nous analystes est celle que j'ai depuis longtemps relevée dans Augustin pour lui donner tout son sort, à savoir celle du petit enfant regardant son frère pendu au sein de sa mère, le regardant amare conspectu d'un regard amer, qui le décompose et fait sur lui l'effet d'un poison. Pour comprendre ce qu'est l'invidia dans sa fonction de regard, il ne faut pas la confondre avec la jalousie. D'ailleurs, invidia, ça veut dire regarder. Bon. Ce que le petit enfant ou quiconque envie, ce n'est pas du tout forcément ce dont il pourrait avoir envie.
comme on s'exprime improprement. L'enfant qui regarde son petit frère, qui nous dit qu'il est encore besoin d'être à la... Qui nous dit qu'il a encore besoin d'être à la mamelle? Chacun sait que l'envie est communément provoquée par la possession de biens qui ne seraient à celui qui envie d'aucun usage et dont il ne soupçonne même pas la véritable nature. Telle est la véritable envie. Elle fait pâlir le sujet devant quoi? Devant l'image d'une complétude qui se referme. Et de ceci que le petit a, bon ça c'est du jargon lacanien, c'est-à-dire l'objet qui cause son désir, cet objet séparé à quoi il se suspend, peut être pour un autre la possession dont il se satisfait, la Befriedigung, la satisfaction absolue. Donc, ce qui se joue là, c'est l'observation de la jouissance, de cette complétude absolue qui se referme sur elle-même. Et c'est ça que l'on envie. Ce n'est pas du tout l'objet lui-même qui risque de se raréfier. C'est le contact avec le pôle ultime du désir qui est en soi. Tout désir aspire à cette jouissance et ne peut finalement s'octroyer que le reste d'une jouissance, mais jamais cette jouissance elle-même est absolue. Donc, ce qui est intéressant dans les confessions d'Augustin, c'est que Augustin lui-même caractérise l'enfance comme ce moment où la jouissance devient reconnue comme le pôle absolu vers lequel l'existence entière est aimantée. Bien. Et l'épisode de la jalousie, qui évidemment, dans la lecture chrétienne que lui donne Augustin, fait que, effectivement, c'est un péché. C'est un péché de convoiter cette jouissance absolue à laquelle nul n'a droit. Bon. Un autre passage d'Augustin. Je ne manquais que d'affection à l'étude, laquelle était bannie de mon cœur par la passion du jeu qui me possédait et qui était la première cause de tous les traitements rigoureux que je souffrais. Je péchais en désobéissant aux commandements de mes parents et de mes maîtres. Ma désobéissance ne venait pas de sagesse, ni du choix que j'eusse fait de quelque exercice plus excellent et plus sain, mais elle n'avait point d'autre source que la passion du jeu, que l'amour de ces exercices de divertissement et de plaisir, où je me piquais d'honneur de remporter toujours la victoire, et les délices que je trouvais dans le récit de quelques fables et de quelques aventures feintes et imaginaires, qui, me charmant par l'oreille et flattant ma curiosité, en redoublaient l'ardeur et la faisaient passer ensuite de mes oreilles dans mes yeux, parce qu'elles allumaient en moi un désir violent de voir ces spectacles que l'on représente sur les théâtres et d'assister à ces jeux publics qui servent de divertissement aux personnes plus âgées. Transposons aujourd'hui, on parlerait moins de théâtre que de cinéma, mais enfin, on y est toujours. La question est l'enfance et la passion du jeu. C'est un autre trait caractéristique que dégage Augustin pour définir l'enfance. Il n'y a pas d'enfance sans la passion du jeu. Et là, au lieu de vous renvoyer vers Lacan, je vais faire une petite incursion chez Freud. Il y a un petit texte de Freud que j'aime beaucoup, qui est un texte sur la création littéraire, sur, au fond, d'où viennent les poètes ou les inventeurs d'histoire ou les écrivains. Bon. C'est un petit texte absolument extraordinaire dans lequel, justement, Freud portraiture l'enfance. Pour Freud, l'occupation la plus chère et la plus intense de l'enfant est le jeu. Une citation. Le jeu est la voie royale pour s'octroyer un gain de plaisir, Lustgewinn, si nécessaire à l'économie psychique du rejeton de l'homme. Mais ce n'est pas que l'enfant, ce pervers polymorphe, évolue dans un monde propre à lui qui n'aurait
que peu de lien avec le monde des adultes, ce serait au contraire plutôt l'apanage de l'adolescent, qui lui justement rompt les ponts avec le monde réel. C'est que l'enfant, dit Freud, arrange les choses de son monde suivant un ordre nouveau, à sa convenance. C'est ça le jeu infantile. Cet arrangement est essentiel, il est capital. Il fait du jeu la chose même. Et dans la mesure où l'opposé du jeu, dit Freud, n'est pas le sérieux, mais la réalité, c'est ça l'opposé du jeu, jouer est ce que l'enfant prend d'emblée très au sérieux. Comment? En le distinguant soigneusement de la réalité, en dépit même de son investissement affectif, dit Freud. L'enfant ne confond en fait jamais les registres. À jouer son jeu, il ne fait pas l'erreur de le prendre pour ce qu'il n'est pas. Et c'est précisément parce qu'il ne s'en mêle jamais les pinceaux qu'il arrive toujours à retirer du fait de jouer avec des choses réelles comme un surcroît de plaisir. Il faut insister là-dessus, qu'il y a non pas simple plaisir, mais surcroît de plaisir. Et que cela est dû à ce que le jeu est conçu comme un arrangement de choses réelles, comme l'organisation d'un ordre nouveau à partir de la réorganisation d'un ordre donné. L'association enfance-jeu, à laquelle Freud tient par-dessus tout, repose sur le fait que l'imagination de l'enfant, si irréaliste, si fantaisiste qu'elle puisse sembler, prend toujours appui sur des choses rencontrées et perceptibles dans son environnement plus ou moins immédiat et ayant statut de réalité pour les adultes eux-mêmes, des choses qu'ils trouvent donc peu ou prou à portée de main et qu'ils réarrangent alors à sa manière, notamment en les rebaptisant. Une nouvelle nomination. Ce processus, Freud l'appelle l'étayage. L'étayage donne au jeu enfantin sa marque distinctive. L'enfant s'empare de morceaux de tissu que son imagination transforme en cape noire ou de bâtons abandonnés que sa fantaisie magnifie en épée de lumière. Sur cette base, Freud assure que c'est le même gain de plaisir que l'être humain attendra et retirera plus tard, à l'âge adulte, de ses rêves. À cette différence près que le rêve en général permet au désir inconscient de se manifester en tant que retour du refoulé. Alors, il y a une autre spécificité du jeu de l'enfant pour Freud, c'est qu'il est toujours guidé par des désirs, et s'il l'est, il l'est plus proprement par un désir en particulier, qui est le désir qui aide à éduquer l'enfant, donc qui vient en quelque sorte de l'autre, hein, c'est le désir d'être grand et adulte. Ainsi, derrière tous les jeux d'enfants se cache un jeu plus décisif encore, celui de jouer à être grand, c'est-à-dire d'imiter dans ses jeux ce qu'il a appris, dit Freud, de la vie des grands. Une autre vignette tirée des Confessions. Peu à peu, je m'accoutumais à remarquer le lieu où j'étais et à vouloir faire connaître mes désirs à ceux qui pouvaient les exécuter. Mais je me trouvais le plus souvent dans l'impuissance de le faire, parce que mes désirs étaient au-dedans de moi, au lieu que ces personnes étaient au-dehors, et ne pouvaient par aucun de leurs sens pénétrer jusque dans mon âme. J'étais réduit alors à me tourmenter, à remuer mes pieds et mes bras, et à jeter divers cris, tâchant de rendre ces signes les plus conformes que je pouvais à mes volontés. Mais outre que je faisais peu de ces signes selon mon peu de pouvoir en ce petit âge, ce que je faisais avait si peu de rapport au mouvement de mon cœur qu'il n'était pas capable de faire comprendre mon intention. Et quand on ne m'obéissait pas, ou parce qu'on ne m'entendait point, ou de peur que ce que je voulais ne me fît mal,
je me dépitais de ce que des personnes âgées qui avaient toute autorité sur moi n'étaient pas soumises absolument à tous mes désirs, de ce que des personnes libres ne se rendaient pas esclaves de mes volontés. Et n'ayant pas la force de me venger d'eux, j'avais recours aux larmes et me vengeais en pleurant. J'ai remarqué toutes ces choses dans les enfants dont j'ai observé les actions. Et ces enfants, dans leur ignorance, m'ont fait beaucoup mieux connaître ce qui s'est passé en moi lorsque j'étais aussi petit qu'eux, que ceux qui m'ont élevé ne me l'ont appris avec toute la connaissance qu'ils en avaient. Fin de citation. Alors, de quoi parle ici Augustin? Il parle d'une impuissance. Une impuissance propre à l'enfance. L'enfance se vit comme une impuissance. Une impuissance de quoi? Une impuissance de rendre adéquat le signe qu'on va émettre à l'adresse de l'autre, de l'intention première qui préside à la sélection de ce signe. C'est là le problème. C'est que l'enfant n'est pas encore capable de pouvoir exprimer adéquatement, parce qu'il n'a pas la maîtrise du langage, il n'a pas la capacité d'exprimer exactement l'intention qui est la sienne. Donc, il se retrouve constamment pris dans une sorte de court-circuit où le signe émis va être en plus incompris par l'autre et doit immédiatement se traduire en un autre type de signe. Ce n'est plus un signe qui est propre à la communication, mais c'est un signe propre à la protestation. Et ça, c'est absolument typique. Et donc, l'enfant glisse perpétuellement entre un type d'usage de signe à un autre usage de signe. Et là, si vous voulez, cette impuissance rejoint ce que Lyotard disait et que je vous citais tout à l'heure, à savoir cette notion de dessaisissement primaire. Il est en quelque sorte dans une perpétuelle non-appartenance à lui-même. Et il doit faire avec. Pour Lyotard, cela veut dire que l'enfance a un rapport au temps, mais ça a un rapport à ce que Lyotard appelle, très fortement, à mon sens, le péché du temps. Le péché du temps, qu'est-ce que c'est? Le péché du temps, c'est le fait que le temps est tel qu'en nous altérant sans cesse, il nous désapproprie constamment de nous-mêmes. Mais cette expression péché du temps, en fait, désigne essentiellement le retard. Le retard. Le retard que nous prenons obligatoirement sur le temps lui-même qui nous altère. Ou, en quelque sorte, c'est l'avance que le temps lui-même prend sur nous. Soit ce que Lyotard appelle également le chassé-croisé du trop tôt et du trop tard. L'infance est alors celui qui se sent comme pris en tenaille dans ce chassé-croisé du temps, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il met en échec l'intelligibilité logique du monde. Mais entre le déjà et le pas encore, entre le trop tard et le trop tôt, surgit chaque fois un désir. Et ce désir forme le socle de notre humanité. Ce désir est celui qui vise à réparer, autant que faire se peut, le péché du temps, en tout cas à s'arranger avec la déconvenue permanente qui découle du chassé-croisé trop tôt, trop tard. Lyotard a une très belle formule qui suit cette explication. Il dit « L'enfance s'y connaît en douleur due à l'impuissance et en plainte d'être trop petite, d'être en retard sur les autres et d'être arrivée trop tôt, prématurée quant à sa force. Elle s'y connaît tout autant, et peut-être même surtout, dit-il, en promesses non tenues, en déceptions amères, en défaillances, en abandon, mais aussi en songerie, en mémoire, en question, en invention, en obstination, en écoute du cœur, en amour, en véritable disposition aux histoires. Je commencerai donc, Seigneur,
en vous déclarant d'abord que j'ignore d'où je suis venu en ce monde, en cette vie misérable à laquelle je ne sais si je dois donner le nom de vie mortelle ou plutôt d'une mort vivante. En même temps que je suis entré, j'y ai été reçu entre les bras de votre miséricorde, ainsi que je l'ai appris des 2 personnes dont vous vous êtes servi pour me faire naître, n'ayant pu par moi-même en avoir aucun souvenir. Étant venu au monde, je goûtais les premières délices des enfants en goûtant la douceur du lait. Mais ce n'était ni ma mère, ni mes nourrices qui remplissaient leurs mamelles. C'était vous, Seigneur, c'était vous seul qui me donniez par leur entremise la nourriture dont j'avais besoin selon l'ordre naturel que vous avez établi et selon les richesses de votre bonté et de votre providence qui étend ses soins jusque dans les principes les plus cachés et les causes les plus secrètes de la subsistance de vos créatures. C'est vous qui me donniez cet instinct de ne vouloir pas prendre plus de lait qu'il ne vous plaisait de m'en donner, et qui inspiriez à celle qui me nourrissait la volonté de me donner ce qu'elle recevait de vous avec abondance, et elle se soulageait en me le donnant. Elle tirait un bien pour elle-même du bien que je recevais d'elle, ou plutôt de vous par elle, puisque vous êtes l'auteur de tous les biens, ô mon Dieu, et que je vous dois toute la conservation de ma vie. Fin de citation. La notion philosophique de l'enfance, qu'il a hisse au rang d'événement de vérité, à double teneur d'ailleurs à la fois subjective et objective, cette notion, elle tire profit de ce que Lyotard définit du nom de finitude entume. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens d'entume s'oppose à posthume, si bien que la finitude dite entume ne doit pas seulement pouvoir s'opposer à une autre forme de finitude, celle qui a été mise à l'honneur en Occident depuis les Grecs, cette finitude qui est due à la mortalité de l'homme. Il faut aussi qu'on la définisse comme quelque chose de relatif à la naissance, au seul fait d'être né. On la rapportera donc à un avant. Plus exactement à cet avant-soi auquel de tout temps le moi conscient de soi doit d'exister. Avant-soi sur lequel se fonde son impouvoir à l'égard de son propre être en vie. Un impouvoir, une impuissance que l'on doit qualifier de fondamentale, mais qui n'est jamais que l'envers de la pression qu'exerce sur le moi le temps d'avant, qui est aussi un temps d'avance ou de retard, dont chacun se sait issu en tant qu'être né. Altérité réelle qui le précède et qui l'excède à la fois. Altérité réelle envers laquelle son être en vie, pour ne pas dire son être entier, demeure et demeurera tout jamais en dette. Citation. « Je prends la hardiesse de vous demander si mon enfance a succédé à quelque autre âge qui fut fini avant elle, et si cet autre âge est celui que j'ai passé dans le ventre de ma mère et dont j'ai ouï dire quelque chose, ayant vu moi-même des femmes durant leur grossesse. Mais encore, qu'étais-je avant d'être conçu? Avais-je quelque être et étais-je quelque part? Je vous prie de me le dire, ô mon Dieu, mon amour. » Donc, cette aimantation vers l'avant est due justement, non pas à notre mortalité, mais au fait même d'être né. Et c'est ce que Lyotard appelle la finitude entume. L'avant dont il est question ici ne désigne pas seulement l'antériorité, la précédence ou encore le retardement. Il désigne aussi et surtout cette sorte de rattachement à l'arrière auquel le corps se trouve toujours intimement assigné et face auquel l'esprit se trouve secrètement résigné. Voici d'ailleurs en quels termes Lyotard en évoque le principe. Il dit « cet avant », évidemment, on ne le connaît pas, puisqu'il est avant qu'on y soit. Il est comme la naissance et l'enfance, qui y sont avant qu'on y soit. Le Y en question s'appelle corps. Ce n'est pas moi qui nais, je suis enfanté. Moi, je naîtrai après,
avec le langage, en sortant de l'enfance précisément. Mes affaires auront été traitées, décidées, avant que je puisse en répondre. Fin de citation. Donc l'enfance que Lyotard associe expressément à la naissance et à l'enfantement doit être conçue de telle sorte qu'elle est intimement liée à l'être toujours déjà donné à soi du corps, de ce corps qui nous individualise en fonction des pouvoirs qui sont les siens. Cette modalité particulière de finitude, on pourrait aussi l'appeler la condition native. La condition native, elle se reconnaît à cette dépendance absolue, cette hétéronomie radicale qui met chacun au pouvoir d'un autre, qui le précède et qui l'excède, et cela dès la naissance et en raison même de cette naissance. Cette condition native est clairement pour Lyotard la contraction d'une dette. Je dois à l'autre d'être. Je dois à l'autre d'être là. Lyotard écrit « L'enfance est l'état de l'âme habité par quelque chose à quoi nulle réponse n'est jamais faite. Je comprends ici l'enfance comme obédience à une dette qu'on peut appeler dette de vie, de temps ou d'événement, dette d'être là malgré tout. » Alors, s'il y a dette, il y a respect de la dette. Exigence de respecter cette dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exigence d'acquitter cette dette. Mais comment va-t-on acquitter cette dette? Cette dette, au fond, on l'a contractée pour moi. Je ne suis pas moi-même à l'origine de la dette. Comment puis-je acquitter une dette dont je n'ai même pas établi les clauses qui président à son remboursement? Cette dette de vie, en fait, elle est impossible à acquitter. La vie entière est vécue sur le principe de l'acquittement impossible d'une dette, puisque je dois ma vie à une décision qui n'est pas la mienne. Que se passe-t-il? Il se passe que l'adolescence, puisqu'on en a parlé hier, mais j'ose m'immiscer dans ce débat, on me dira ce que vous en pensez, l'adolescence, qui se comprend comme un sortir de l'enfance, est ce moment justement où la question se pose, tragiquement, douloureusement, dans le plus grand tourment, mais comment acquitter la dette de vie? C'est un grand moment éthique de la vie. C'est peut-être le grand moment éthique de la vie, l'adolescence. Celle où l'on se pose la question d'où, pourquoi, comment. Est-ce que je continue? Est-ce que j'acquitte la dette? Ou bien cette dette est insupportable. Je suis là malgré tout, mais je n'ai pas demandé à être là. Et je veux que ceux qui ont pris la décision rendent des comptes. Bien. Mais l'adolescence, justement, c'est le moment où la prise de conscience de la nécessité de s'acquitter de la dette est en même temps la prise de conscience que personne n'est en mesure de l'acquitter. Sauf deux possibilités. Deux possibilités qui signent en quelque sorte l'entrée dans l'âge adulte. La première, c'est de prendre sur soi le défi de la décision commise à son endroit sans que soi-même on ait été consulté. Prendre sur soi le défi de perpétuer la vie. Donc de transmettre en quelque sorte le don originel reçu. La deuxième possibilité d'acquittement, mais ce n'est pas véritablement un acquittement. Encore une fois, il est impossible. De faire avec l'impossibilité de l'acquittement, c'est de rendre grâce à ce dont procède la vie même
de lui rendre grâce du don de cette vie. Donc d'une certaine façon, si vous voulez, procréer ou créer, assumer ou être dans la louange. Quel aura été le choix de saint Augustin? Je vous cite un dernier passage. « De qui, Seigneur, une créature peut-elle recevoir l'être et la vie, sinon de vous? Quelqu'un peut-il se rendre le créateur de soi-même? Et y a-t-il une autre source d'où l'être et la vie puissent découler sur nous que votre toute-puissance qui nous tire du néant, que vous, mon Dieu, en qui l'être et la vie ne sont qu'une même chose, parce que vous êtes tout ensemble, et le souverain être et la souveraine vie. » Bon, vous avez compris la réponse. Mais que sont alors les confessions d'Augustin? Les confessions d'Augustin, c'est le rendre grâce à Dieu comme acquittement de la dette de vie. C'est ça, ce livre. Et je finirai évidemment par donner la parole encore à saint Augustin, et je me tairai après ça. « Cependant, mon Dieu, je vous rends grâce, à vous qui avez créé l'univers par votre bonté toute-puissante et qui le gouvernez par votre admirable sagesse. Je vous rends grâce, Seigneur, et je reconnais que je vous serai infiniment obligé quand vous ne m'auriez donné autre chose que ce que nous avons dans notre enfance. » C'est absolument extraordinaire cette phrase. « Car enfin, j'avais l'être, la vie, le sentiment. Et tout ce qui était dans moi tendait à me conserver. Et marqué par cette conspiration générale de toutes les parties de la nature à une même fin, cette unité souveraine et ineffable dont j'avais tiré mon origine. » Je vous remercie.